How dare you? Bienvenue, c'est l'heure du journal de l'intelligence économique. Désormais, pour les États-Unis, le climat est devenu une affaire de sécurité nationale. La CIA a créé en septembre 2009 un centre sur le changement climatique. La centrale de Langley va donc brancher ses espions sur la météo planétaire. Les grandes oreilles américaines vont donc scruter le ciel et la biosphère pour vérifier les taux de pollution de chaque pays. Ce centre de la CIA va également aider les multinationales américaines à gagner des marchés dans un secteur des ressources naturelles, un secteur de plus en plus compétitif. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. On en parle avec David Mascret, professeur de géopolitique à l'École des hautes études en relations internationales. Mais avant, voici l'enquête de Thomas Dudinsky et Mounia Benaïssa. Quel rapport entre ces glaciers qui s'effondrent, cette calotte glaciaire qui se réduit de jour en jour, cette pollution quotidienne aux gaz à effet de serre et la CIA? Le rapport, c'est le réchauffement climatique. La météo est devenue une affaire de sécurité pour la célèbre agence de renseignement américaine. Le 25 septembre dernier, la CIA a créé le Centre sur le changement climatique et la sécurité nationale. Et voici comment la sénatrice démocrate Dianne Feinstein justifiait l'une des missions de la CIA. La deuxième mission, c'est d'évaluer les projets et les intentions des autres pays. Et elle aidera l'administration à mettre en place des régimes de vérification pour tout traité portant sur le changement climatique, de manière à ce que nos dirigeants puissent négocier en position de force. Ceci est le rôle d'un service de renseignement. Le rôle de la CIA, c'est donc de surveiller les pays et de vérifier qu'ils respectent leurs engagements en faveur du climat. Et ce n'est pas tout, la CIA doit aussi participer à la guerre économique. Ça inclut d'évaluer les conséquences sur la sécurité nationale de cette compétition acharnée pour les ressources naturelles. Pour accomplir sa mission, la CIA dispose de moyens technologiques importants grâce à ses nombreux satellites espions. L'agence de Langley a même trouvé des alliés dans la communauté scientifique américaine. La CIA partage ses images satellites avec les chercheurs américains chargés de l'étude de la Terre. De l'autre côté de l'Atlantique, les services secrets restent discrets. Ce sont les scientifiques qui ont la main sur la question. Ils disposent du satellite européen Envisat, le plus grand satellite d'observation de la Terre. Circulation océanique, température des eaux, niveau des mers, état des terres émergées. Envisat est constamment branché sur le pouls de la Terre et il a d'autres atouts. La capacité de mesurer les composantes de l'atmosphère qui ont une influence directe sur l'effet de serre. Et d'ailleurs sur la variation de la couche d'ozone. Mais Envisat manquerait de précision sur le rejet de CO2. C'est l'avis de Didier Renaud, directeur de la stratégie au CNES. Il reconnaît les limites d'Envisat. Qui mesure effectivement, qui est capable de mesurer le gaz carbonique, mais avec une précision qui est insuffisante. Et en plus, il ne le mesure pas suffisamment bas dans l'atmosphère pour qu'on puisse, à partir de là, être capable de remonter aux émissions. Du coup, le CNES a lancé son propre programme de recherche, un satellite plus précis et entièrement dédié à la surveillance des rejets de carbone. Son nom, Microcarb. Il devrait être capable, s'il est développé et lancé, de mesurer cette fois les gaz à effet de serre dans l'atmosphère avec une précision de l'ordre de 1 à 3 parties par million. C'est extrêmement performant et extrêmement difficile, vous pouvez l'imaginer. Microcarb pourrait être lancé dans 4 ou 5 ans. En attendant, les États devront s'entendre. Même en cas d'accord à Copenhague, ce sera parole contre parole. Les pays qui ont un engagement, donc ce sont les pays développés grosso modo, doivent fournir des communications nationales aux Nations Unies, parce que tout ça se passe sous l'égide des Nations Unies, annuellement. Et dans ces communications nationales, ils doivent rapporter leurs émissions de gaz à effet de serre au sein d'un registre très précis, et également toutes les politiques et mesures qu'ils entreprennent pour atteindre leur objectif. Le problème avec ce système de reporting, c'est que certains États sont contre, notamment les pays en voie de développement ainsi que les États-Unis. Donc à partir du moment où les États-Unis ne veulent pas ratifier quelque chose qui ressemble à Kyoto avec de nouveaux engagements parce qu'ils refusent ce type de surveillance internationale, on a là aussi un problème parce qu'on bloque principalement sur la nature juridique du futur accord. Sans cadre de surveillance à Copenhague, les engagements de chacun seront sans valeur.
et les plus grandes puissances pourraient alors faire appel à leurs services de sécurité pour dénoncer les plus mauvais élèves. Bien, avec moi sur ce plateau, David Mascret. Je rappelle que vous êtes géopoliticien à l'École des hautes études internationales, des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous inspire là l'initiative de la CIA, qui est assez récente puisqu'elle date de septembre 2009 ? Alors, une première remarque dans cette présentation qui, dans l'ensemble, est assez juste, mais qui appelle quelques commentaires. Cette initiative est récente, mais la stratégie américaine est très ancienne. Comme toujours, lorsqu'on se place du point de vue américain, on se place dans la longue durée avec une vraie volonté de domination et d'hégémonie. Dès 1978, en pleine guerre froide, les États-Unis commencent à développer un programme d'armes climatiques et de réflexion sur le climat comme possibilité, comme facteur aggravant en quelque sorte les risques sécuritaires. Cela se précise en 1989, donc bien avant la guerre du Golfe, qui sera une des premières guerres mettant en avant des risques climatiques, puisqu'on se souvient des bombardements de puits de pétrole de part et d'autre, et donc de cette espèce d'épaisse couche nuageuse qui avait obstrué un peu le ciel koweïtien et irakien pendant plusieurs semaines. Bien avant donc cette période, Jessica Matthews du World Fund Institute met l'accent sur le climat comme facteur stratégique et comme facteur déterminant pour asseoir une domination militaire. Et plus récemment, en 2003, donc le rapport du Pentagone, qui est un peu filtré. Absolument, mais en amont, tout de même encore un nom à citer, c'est évidemment celui d'Al Gore. En 1992, vous avez le sommet de Rio, c'est la même période, c'est la même époque à laquelle Al Gore est nommé vice-président, et dès cette époque, il développe toute une campagne qui n'est pas sans arrière-pensée économique, vous l'avez dit, mais aussi stratégique et militaire, pour faire du climat une sorte de point de focalisation de l'attention des autres pays et un élément structurant en quelque sorte de l'agenda international. Alors plus récemment, donc, je parlais de ce fameux rapport de 2003 du Pentagone qui a fuité et qui dit en gros il va y avoir des tensions dans le monde, notamment sur la problématique de l'eau, sur la problématique de l'énergie et évidemment de l'alimentation. Pourquoi les services de renseignement américains sont à ce point au front dans une question qui est après tout environnementale? Précisément parce qu'ils ne l'envisagent pas du tout sur un mode environnemental, mais sur un mode stratégique et sur un mode... C'est une manière pour eux d'asseoir leur hégémonie ou en tout cas de perpétuer leur stratégie de domination. La question de la domination des ressources stratégiques et de leur sécurisation, aussi bien en termes d'exploitation que d'approvisionnement, est très ancienne. Elle se structure au début du XXe siècle et elle prend encore définitivement à partir de 1945 et du pacte du Quincy. Je rappelle donc que c'est le moment où Roosevelt et le prince Abdallah, au lendemain de Yalta, qui définit le partage de l'Europe, eh bien définit ce que va être le partage des ressources stratégiques et cette espèce de deal absolument jamais remis en cause depuis. Les États-Unis assurent la sécurité de la péninsule arabique et la contrepartie, c'est que l'Arabie saoudite livre abondamment les États-unis. Donc pour vous, c'est pas nouveau, c'est une tendance ancrée dans l'histoire des États-Unis. C'est absolument dans la longue durée qu'il faut l'envisager. Par contre, ce qui est nouveau, c'est évidemment l'endroit où se trouvent ces ressources et leur accessibilité. Sous les océans, au niveau des pôles, au niveau du plateau continental sibérien, dans des zones dans des mers profondes, en offshore profondes, qui n'étaient pas accessibles. Et effectivement, du coup, l'attention sur le climat et le fait de focaliser sur d'éventuelles conséquences d'un réchauffement climatique, notamment en termes de tornades, d'ouragans, voire d'augmentation du niveau de la mer. Voilà, d'augmentation du niveau de la mer, permettrait aux États-Unis de placer non seulement des systèmes d'observation et de surveillance, mais des dispositifs militaires pour sécuriser directement certaines de ces zones au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors pour vous, c'est un prétexte, un alibi à une hégémonie clairement économique sur les ressources. C'est d'une manière habile, d'une part, effectivement, de garder la main en termes de domination stratégique, notamment pour ce qui est de l'accès aux ressources vitales, qu'elles soient énergétiques et gazières, ou bien qu'elles soient hydriques, puisque c'est une question aussi absolument vitale pour un certain nombre de populations, et alimentaire, c'est le troisième point, mais c'est aussi une manière de
pousser des alliés dans, peut-être pas une impasse, mais en tout cas un scénario qui va en quelque sorte les maintenir sous dépendance et en quelque sorte les faire aller dans la direction qui avantagera les intérêts des Américains. Il n'y a pas une contradiction entre le fait de vouloir surveiller les autres pays dans leur rejet de carbone, par exemple, et de ne pas signer les accords comme Kyoto, où on verra pour Copenhague? Alors là aussi, c'est quelque chose qui peut nous surprendre si l'on se place dans le court terme, mais qui n'est pas du tout une nouveauté si l'on se place dans le long terme. Ça a toujours été une stratégie des grands géopoliticiens américains, de Mackinder à Brzezinski, de mettre en place des instruments en quelque sorte de contrôle et de régulation internationale et soi-même de s'en exempter. Ça a été le cas en 1919 avec les 21 points de Wilson, vous savez, qui devait réguler les relations internationales après le premier conflit mondial et qui n'a jamais été ratifié par le Congrès. Ça a été le cas avec l'Organisation des Nations Unies, dont les États-Unis ont toujours su s'affranchir quand leurs intérêts vitaux étaient en jeu, pas seulement au moment de la guerre d'Irak, mais au niveau de la conquête spatiale, au moment des affaires de Cuba, etc. Donc, c'est dans le long terme une constante. Ce qui est plus surprenant, effectivement, c'est la thématique qui est choisie et l'instrument qui est choisi. Auparavant, les instruments choisis étaient essentiellement des organismes à vocation globale, mais rassemblant le concert des nations. Là, on est sur un organisme qui rassemble d'abord des experts scientifiques, le GIEC, groupement interdisciplinaire d'études du climat, et qui, dans un second temps seulement, trouve une ratification au niveau juridique avec effectivement les protocoles de Kyoto ou de Copenhague. Et là, on a une stratégie en deux temps qui est beaucoup plus subtile et qui passe notamment par les médias parce que le premier point de passage pour que ce système puisse se mettre en place, c'est qu'on puisse faire passer dans l'imaginaire des populations l'idée selon laquelle il y a un réchauffement climatique, ce qui est contesté déjà par certains, qu'il est lié aux gaz à effet de serre, le CO2 notamment, et que cette augmentation du CO2 elle-même responsable du réchauffement est due à l'activité humaine. Donc vous voyez, ça fait trois équations à mettre en place. Merci David Mascret pour cet éclairage. L'émission est terminée, mais vous pouvez comme d'habitude la retrouver sur france24.com à la rubrique économie, puis après intelligence économique. En attendant, restez avec nous, l'information continue.